Près d'un adulte sur 6 est déclaré comme étant obèse en France à ce jour. 8,6 millions de personnes seraient donc particulièrement menacées par toutes sortes de maladies liées à une immunodéficience due majoritairement au surpoids. La malbouffe, la junk food et les cheat meals seraient présents dans plus d'un foyer sur deux en 2023. Les additifs, adjuvants, exhausteurs, OGM, édulcorants, colorants, arômes, conservateurs et émulsifiants sont quant à eux omniprésents dans la plupart des foyers au sein du monde occidental. Ces nouvelles coutumes alimentaires, industrialisées, labellisées et commercialisées à travers un martelage marketing de plus en plus agressif, sont-elles en adéquation avec ce qu'on appelle une alimentation naturelle ? Bernard Mercier vient à cet effet remettre les barres sur les T et les points sur les I en réajustant le nord d'une boussole pour le moins déboussolée. Car oui, il se pourrait réellement que nous soyons ce que nous mangeons. Et si tel est le cas, ne serait-il pas temps d'une réorientation, d'un réalignement enseigné par Bernard depuis déjà plus de 30 ans ? Installez-vous confortablement et préparez-vous à une entrevue pas comme les autres, sur Âme Dessine, future plateforme francophone de référencement quantique et holistique. Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle émission encore sur Âme Dessine. On commence l'année 2023 sur les chapeaux de roue avec un nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, comme vous avez pu le voir lors de l'introduction, de recevoir Bernard Mercier. Bernard Mercier, bonjour et merci pour ta présence. Comment vas-tu ? Bonjour Rudy. Tout va bien alors cette nouvelle année 2023 ? Impeccable, on démarre tout feu, tout flamme. Bon, super. Alors aujourd'hui, on va aborder énormément de thématiques qui sont liées à l'alimentation. Le titre de cette entrevue est assez générique et pourtant aussi toutefois parlant. Je suis ce que je mange. C'est ce qu'on appelle un sujet de société puisque l'alimentation est devenue une problématique en soi, un tremplin pour d'autres, un handicap pour certains, voire pour beaucoup, notamment si on s'inspire du modèle outre-Atlantique et de ce qui se passe du point de vue des USA. Est-ce que selon toi, et c'est ce que j'avais pu voir dans une de tes apparitions, l'homme a-t-il réellement perdu son instinct alimentaire ? Eh bien, en réalité, c'est ce qu'on croit. En fait, mon expérience et celle des gens qui la suivent avec moi, notre expérience tend à prouver le contraire. On en a simplement perdu l'usage, mais l'instinct alimentaire est bien là, au fond de nous. Il gise, inemployé. Et donc cet instinct nous pousse vers quel schéma, naturellement ? En réalité, l'instinct, quand on parle d'instinct, ça évoque souvent une espèce de donner libre cours en fait, à ses pulsions les plus profondes et tout ça. Ça a un aspect un petit peu, une connotation péjorative, une connotation bestiale, un petit peu souvent ce mot instinct. En réalité, et c'est à la base de la découverte de cette démarche, c'est l'observation de la variabilité des perceptions sensorielles que nous donnent les aliments tels que la nature nous les offre, sans aucune transformation. Donc des fruits, des légumes, des parties de plantes, des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des bourgeons floraux, des fruits, eh bien, en fait, on va les percevoir d'une manière variable selon l'instant où on est en interaction avec eux. D'accord. C'est ça le fait majeur qui est à la base de la redécouverte en fait, de l'instinct alimentaire. On aura l'occasion à nouveau de revenir sur ça avec d'autres questions. Toi, tu es passionné de nutrition humaine et tu es accompagnant de vie face à la douleur. Donc, tu as une chaîne qui s'appelle Mangeons Nature et tu exerces depuis plus de 30 ans, si je ne m'abuse. Donc, quel est ton rôle principal ? Est-ce que tu accompagnes les gens, notamment face aux douleurs du quotidien, mais surtout par rapport à un mieux-être au niveau alimentaire ? Qu'est-ce que tu leur préconises ? Est-ce que tu fais des stages ? J'ai pu voir aussi que tu faisais des stages. On va mettre quelques images aussi. En fait, notre expérience nous a montré qu'il y a une équation très simple, douleur égale erreur. Donc, s'il y a une douleur, c'est qu'on fait une erreur quelque part dans sa vie, dans son hygiène de vie, dans sa manière de se nourrir, sa manière d'être, etc. Et le réapprentissage de l'instinct alimentaire, en fait, se trouve être extrêmement salvateur. Il permet de lever les douleurs assez rapidement, dans la majorité des cas, et puis de restaurer à l'organisme ses potentialités vitales.
tout type de douleur? Pratiquement, quasiment tout type de douleur, absolument. J'ai pu voir aussi également qu'on pouvait arrêter l'alcoolisme facilement. Alors que l'alcoolisme, c'est tout de même c'est ce qu'on peut appeler une pathologie, quelque part une addiction vraiment sévère qui peut poser problème sur des décennies pour beaucoup de gens. C'est une drogue dure. Tout à fait. On peut lever ça assez facilement. C'est simplement, on va pas lutter contre une addiction. C'est vrai, tu parles de l'addiction à l'alcool, mais c'est vrai de toute forme d'addiction, en fait. On ne va pas lever une addiction en luttant contre, parce que si on lutte contre, on renforce, en fait, ses racines. Mais on va donner une perspective plus élevée, plus jouissive, si on peut dire, plus voluptueuse, avec plus de plaisir sain et naturel, si tu veux. On va donner cette perspective-là, ce qui fait que finalement la jouissance qui était recherchée dans l'alcool ou dans d'autres aliments addictifs, eh bien, elle va apparaître bien pauvre finalement. Donc en substituant avec des aliments sains, en changeant complètement de régime alimentaire, on arrive à se passer de ce genre d'addiction, clairement? Alors, ça ne vient pas en un claquement de doigts, parce que les addictions type de l'alcool sont aussi mettent en jeu des contenus psychiques, si tu veux, et psycho-affectifs, qui fait qu'on a un attachement viscéral, psycho-affectif, en fait, aux objets, aux aliments qui sont la cible de notre addiction, en fait. Donc, il faut être capable déjà d'installer un nouveau rapport à l'aliment, un nouveau rapport basé sur le plaisir, et qui va nous montrer qu'en fait, finalement, on a plus intérêt à ce type de plaisir, parce que c'est un type de plaisir nettement supérieur, qualitativement et dans la puissance également. Et ensuite, c'est un plaisir qui n'est pas accompagné de nuisances, comme l'objet de l'addiction. D'accord. Mais j'ai pu Donc, voir... il faut faire l'expérience à la personne de ce parcours en fait initiatique, si on peut dire, mais dont il a le premier bénéficiaire. Et donc lui faire goûter ce parcours-là, lui faire toucher avec son corps, avec ses sens dans la profondeur, ses plaisirs supérieurs, si tu veux, donne la perception en fait de son plaisir ancien comme bien pauvre en fait, bien atténué. Tu as réussi personnellement à guérir certains alcooliques avec cette méthode? C'est pas moi qui guéris les alcooliques, c'est les personnes qui s'engagent. Si elles s'engagent dans cette voie-là, oui, elles arrivent beaucoup plus facilement à dépasser leur addiction. J'ai pu voir aussi, entre autres, que tu avais accompagné donc Thierry Casasnovas. Je te cite: je l'ai sorti du trou qui menaçait sa vie en 2007. Je lui ai permis de restaurer son intégrité physique et de retrouver tout son potentiel. J'aimerais quand même, en fin d'article, préciser quand même que moi, en 2007, quand j'étais mourant, littéralement, en tout cas quand j'étais au plus mal, tu m'as généreusement tendu la main, et que cette méthode, tu me l'as appris en m'accueillant chez toi très généreusement. Tu as même pris de gros risques en accueillant quelqu'un qui était en état de santé très médiocre, et tu m'as appris cette méthode avec sa rigueur, et cette méthode m'a apporté d'énormes bienfaits, et en particulier, d'abord et avant tout, de me détoxifier, on va dire, de toute la pensée diététique, des il faut, des il faut pas, des équilibres acido, machin chose, et de tous ces interdits finalement qu'on s'impose, voilà, et de dire, en fait, là, on laisse la parole à l'organisme et non pas au mental. Voilà. Et c'est vrai que je témoigne que c'est vraiment, c'est une véritable révolution, encore plus dans le domaine psychique même que dans le domaine métabolique et physiologique, parce que ça remet tout en cause. On sait que Thierry était dans un état assez grave. Il était atteint d'un cancer, si je ne m'abuse. Je ne sais plus exactement quel était son diagnostic, mais effectivement, il était dans un état de délabrement assez avancé, un état cachectique, très, très maigre, et avec des parties de corps, je ne veux pas préciser lesquelles, c'est dans l'intimité, mais disons, avec des enflés, des renflements, des enflures très, très grosses, des plaies purulentes également. Et vraiment, il l'a dit lui-même, hein, il était à un fil de la mort. Je vous invite à aller voir son reportage Régénère, qui est sorti il y a de ça 2-3 ans, et qui a fait un carton, qui a été publié dans un premier temps en public, et qui ensuite a été remis en privé, donc qui est encore accessible sur le site de Thierry, j'imagine.
dans lequel tu apparais et dans lequel il y a une sorte de volet consacré donc à ton apparition et à ton accompagnement aussi. Donc c'est quand même une belle chose. On te remercie parce qu'il a apporté énormément à la communauté. Il a apporté énormément de savoir aussi, notamment par rapport au crudivorisme. Et là, je vais attaquer avec un sujet un petit peu abrasif par rapport à tout ce qui se passe, notamment à l'encontre des praticiens, des naturopathes, plus particulièrement, mais aussi des accompagnants comme toi qui prônent le crudivorisme. On a bien vu que la Mivlude avait mis et catalogué en position numéro 1 Thierry et son association parmi les organisations sectaires, devant la scientologie et d'autres groupuscules beaucoup plus douteux. Et c'est assez hallucinant. J'en prends pour exemple des témoignages aussi par rapport à énormément de gens sur le net, comme Laura Glaise qui disait voici un nouvel article visant les naturopathes et les pratiques alternatives. Je suis tellement dans un autre monde, concentré sur la construction de l'avenir, que je suis parfois encore surprise de ce genre de manifestations qui m'apparaissent comme un écho du passé qui tente désespérément de s'imposer. Ce genre de critique à sens unique, sans nuance ni maturité dans la réflexion, s'apparente pour moi à de la propagande grossière. Je regarde cela comme je regarderais un enfant faisant un caprice devant ce qu'il n'arrive pas à voir, la souveraineté humaine et les lois naturelles que notre système rouillé devrait contrôler. Pour autant, nous voyons autant d'acharnement entre les dérives et les erreurs médicales de praticiens réglementés peu scrupuleux, voyons-nous autant d'implications de la presse devant le manque délibéré de moyens des milieux hospitaliers et plus largement de notre système de santé. Elle rappelle en fin de citation que le vent tourne et que les consciences évoluent, mais néanmoins il y a un constat affligeant. On a aussi Mathieu Thomé qui parle du développement personnel et du coaching et des thérapies brèves. En gros, je ne vais pas vous relire tout le message globalement, mais il dit que c'est devenu un gros mot et qu'on est pris en otage un petit peu entre deux feux, notamment aussi par rapport à la plateforme Doctolib qui a retiré plus de 6000 praticiens sur sa plateforme récemment, et la Mivlude qui tire à boulet rouge sur tout ce qui est développement personnel, coaching, groupe d'hommes et aussi naturopathie comme on a pu le constater. Comment tu réagis à ça toi personnellement? Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu penses que ça va évoluer dans un bon sens? Moi, je suis pas commentateur d'actualité. Disons, je vois ça avec pas mal de recul. Autrefois, notre démarche a été aussi dans le cœur du cyclone, justement, de la Mivilude. À l'époque, au tout début, ça portait d'autres noms, mais c'était les mêmes forces vives qui, finalement, il y a tout un aéropage qui soutient en fait la médecine et la pensée dominante, la pensée en matière de santé humaine et de salubrité publique. Et donc, dès qu'on s'écarte, dès qu'on emprunte des sentiers parallèles, vraiment, on est vite stigmatisé parce que on risque d'attirer du monde et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la preuve que s'il y a tant de contestations, si les médecines parallèles ont tant fleuri ces dernières années, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la pensée dominante. Tout à fait. Voilà l'interprétation que j'ai, et c'est pas étonnant qu'il y ait un foisonnement finalement, parce que la pensée dominante, elle est fermée sur elle-même, elle s'auto-justifie, elle n'est pas ouverte à la critique, alors que justement, ce qui fait avancer une pensée scientifique, c'est la critique, c'est le débat contradictoire qui fait avancer une pensée scientifique. Et un scientifique qui se respecte, eh bien, s'il défend une thèse, il est prêt à la lâcher s'il enregistre des faits nouveaux, des hypothèses nouvelles qu'il n'avait pas envisagées jusque-là. Donc, cet esprit qui devrait gouverner normalement la pensée et la construction des théories scientifiques, en fait, elle n'existe pas au niveau des organismes, au niveau du niveau politique, au niveau de la gouvernance de nos nations, de nos collectivités. Cet esprit scientifique pur n'existe pas. Donc, on a à la place, quelque chose qui ferme les portes et qui interdit toute pensée déviante, toute pensée oblique, comme diraient certains humoristes autrefois, si tu vois à quoi je fais allusion. Donc voilà, les pensées obliques ne sont pas acceptées. Et pourtant, l'histoire nous montre que ce sont les pensées obliques qui font progresser la connaissance. Je pourrais citer plein d'exemples, je ne suis pas tellement qualifié là-dedans, mais on a eu Copernic, on a eu Galilée, on a eu des tas de choses qui ont fait progresser la science. On a eu Einstein, qui était un scientifique divergent, en fait, à l'époque, par rapport au consensus, qui a fait notoirement avancer la connaissance humaine, la science.
Nikola Tesla également, oui, effectivement. Absolument. Mais est-ce Bien que, d'autres. quelque part, le crudivorisme, la naturopathie ne représente-t-il pas une sorte de menace face à la médecine allopathique et qui les rendrait de fait obsolètes? Tout à fait, effectivement, bien sûr, il y a tout un courant économique ensuite qui s'est construit sur ces valeurs dominantes. Et disons, moi, je ne me porte pas comme le fait de se définir comme crudivoriste, si tu veux, ou partisan du cru, c'est pas tellement ma définition à moi, hein, si tu veux, parce que moi, j'essaye, la recherche fondamentale qui est la mienne, et qui est celle de notre démarche, c'est de se demander quelle est l'alimentation pour laquelle l'homme est adapté génétiquement. Et en fait, cette question, elle nous renvoie à la notion d'aliment naturel que je préfère à la notion d'aliment cru, n'est-ce pas? Parce que la notion l'adjectif cru s'oppose en fait à cuit, en fait, Tout à fait, d'une certaine oui. manière. Donc, c'est un adjectif qui est très clivant. Exactement. Alors que oui. moi, je pense qu'il y a une unité entre tous les êtres, quelles que soient nos tendances, nos croyances politiques, religieuses, économiques et tout ce que tu veux, et médicales et scientifiques. Il y a une unité, et l'unité, elle est dans le code génétique humain. C'est-à-dire toi, moi et tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui ne sont pas de notre avis, pas de mon avis ou qui ne partagent pas nos valeurs, ils ont aussi le même potentiel génétique que nous. Et donc, l'observation du code génétique, la manière dont il s'exprime dans l'instinct alimentaire, dont il est à la base de l'instinct alimentaire, pour autant qu'on lui donne les conditions de son expression, hein, c'est-à-dire de le mettre en présence non pas d'aliments crus, mais d'aliments naturels, tels que la nature nous les donne. Tu vois ? Donc cette notion me paraît plus réunificatrice que de parler de crudivorisme, ce qui est un mot que j'emploie très rarement en fait. Effectivement, c'était un parti pris, et puisqu'on parlait de Thierry Casasnovas, mais Oui, bien sûr. effectivement, donc on va mettre en exergue cette nuance, et je vais me placer, et puis ça, c'est une posture assez franche, en tant que kidam, hein, en tant qu'être humain lambda, qui n'a pas une alimentation bonne, je pense, même si je l'ai corrigée au fur et à mesure du temps, puisqu'on va essayer de s'adresser au plus de gens possible. Quelles sont les problématiques actuelles, selon toi? On parlera des solutions et des émancipations éventuelles par la suite. On mange trop de viande, par exemple? Probablement, oui. Est-ce qu'il faut arrêter pour autant la viande? Parce qu'on a aussi un clivage qui s'est opéré de ce côté-là. Ceux qui prônent vraiment les végans, hein, les militants extrêmes du véganisme, avec la PETA notamment aussi, et d'autres associations de protection des animaux. Est-ce qu'il faut arrêter la viande? Est-ce qu'il faut la modérer, tout simplement? Alors, ma première pensée est de dire, s'il y a un mouvement vegan, végétarien, tout ça, c'est sans doute pour dénoncer un excès. Et je pense que dans notre société, là, dans le mode de vie dominant qui gouverne notre société, on a un recours à la viande qui est excessif et qui nécessite des concentrations d'élevage aux limites du supportable pour la condition animale, et je comprends les bras qui se lèvent au ciel, les protestations contre ce mode de fonctionnement économique et social, finalement, c'est tout à fait aberrant. C'est tout à fait aberrant. Maintenant, la question de fond sur le plan scientifique, est-ce que nos organismes peuvent digérer la viande? Est-ce qu'ils sont faits pour la viande? Est-ce qu'ils doivent manger de la viande? Et si oui, dans quelle proportion? Donc, on s'est posé la question au départ de la démarche qui est la mienne. Eh bien, on pensait qu'a priori, on était parti sur l'idée que la viande ne faisait pas partie de la plage alimentaire. Et puis, un certain nombre de faits d'observation, de faits d'expérience nous ont amené à réintroduire les chairs animales, en fait, dans notre plage alimentaire. Ça s'est fait progressivement. On est parti au départ sur une gamme d'aliments exclusivement végétaux, et puis on s'est aperçu que, voilà, par certaines observations, des comportements d'enfants notamment, qui étaient attirés par la viande et par les chairs animales, plus exactement. D'abord, ça a commencé par des produits marins, des poissons, et puis ensuite, voilà. On a réintroduit la viande, mais c'est une viande qui aujourd'hui occupe une place quand même extrêmement réduite dans la plage alimentaire. C'est-à-dire qu'on mange de la viande une fois de temps en temps, comme ça. Mais vraiment pas tous les jours et même pas toutes les semaines. Une fréquence. C'est très épisodique, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de viande. Je pense que la viande, on a vu dans certains cas, dans certaines situations d'urgence thérapeutique, certaines personnes se redresser leur potentiel vital
avec de la viande. Hein. Donc, on ne peut pas, et les faits nous disent qu'on ne peut pas éradiquer la viande radicalement de la plage alimentaire de l'homme. La viande fait partie de la plage alimentaire. D'ailleurs, si on se réfère souvent, c'est une référence qu'on prend souvent, c'est le comportement des singes supérieurs. Par exemple, les chimpanzés chassent à certaines périodes de l'année des petits animaux qu'ils introduisent dans leur plage alimentaire. Donc, ils mangent un petit peu de viande, même s'ils en mangent peut-être en volume, c'est peut-être, je sais pas, 1, 2, 3% peut-être, mais ils mangent de la viande de temps en temps, très rarement, mais de temps en temps. Voilà, donc c'est plutôt la posture que nous avons dans notre pratique, et nous avons de la viande, mais évidemment, nous n'en mangeons pas tous les jours, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ah oui, pourtant c'est commun dans la plupart des foyers. Voilà, ça, donc on est en porte-à-faux avec ça, mais on n'a pas non plus pour autant pris une posture végétarienne, si je puis dire, ou végane, hein, comme on peut l'entendre en guise de protestation légitime. La protestation est légitime par rapport au mode de vie qui nous conduit à des concentrations d'élevage et au fait de manger de la viande tous les jours, quoi. Hein. Oui, et je renvoie les auditeurs à Cospiracy, C-O-W-Spiracy. Oui. Un reportage exceptionnel qui montre déjà que le changement climatique, il ne vient pas de ce qu'on pourrait croire. Déjà, d'une part, le carbone est largement émis par les élevages, par les vaches, des élevages intensifs qui se sont démultipliés sur énormément de terres. Quand on voit aussi la quantité d'eau qu'il faut pour produire un steak, c'est assez hallucinant. Donc on peut comprendre effectivement le combat et ces militants en question. En revanche, au niveau des fréquences, j'ai pas vraiment bien compris. Même pas une fois par semaine de la viande ? Non. Même pas une fois par semaine ? Moi, je peux te dire exactement moi ce que je fais. Je mange de la viande exclusivement pendant la période de chasse de, disons, novembre à février. Ah, ok, pendant la période de chasse. Et voilà. Pendant l'autre période donc de mars à octobre, j'ai pas de viande. Mais je m'en porte très bien, il n'y a pas de souci. Alors ça me fait penser à la bioélectronique. On a un intervenant assez récurrent qui s'appelle François Bleuez et qui a fait une émission sur la bioélectronique. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Vaguement, mais je ne suis pas connaisseur. Ça part du postulat qu'on doit s'alimenter en fonction des saisons principalement. Voilà. Et qu'on doit ajuster tout ce qui est acidité, neutralité des aliments, pH, etc., de manière calibrée, mais on y reviendra dans les questions qui suivront. En tout cas, merci pour ta réponse. Par rapport à la viande, j'aurais encore d'autres questions. Si on se met à la place d'un sportif, par exemple, qui fait de la musculation, il a besoin d'un apport protéinique, forcément. On ne va pas pouvoir lui conseiller de ne pas manger de viande, peut-être de la viande blanche, éventuellement, c'est ce qu'on nous conseille, hein. J'en fais aussi de temps à autre. Est-ce qu'il peut continuer une activité physique intense, de type musculation, pour prendre les extrêmes, et se passer totalement de viande ? Ah, ça, c'est son choix, c'est son instinct qui le dira. S'il a besoin de viande, il va le savoir lui-même dans sa confrontation quotidienne au moment des repas avec la plage alimentaire. Hein. Mais disons, la régulation alimentaire pour un sportif se fera après l'effort, hein, au repas qui suit, pas au repas qui précède. Hein. Souvent, les sportifs ont l'habitude de s'alimenter en fonction des épreuves ou des compétitions qu'ils vont avoir, mais là, elle se fera après. Elle se fera après. Si l'organisme a des dépenses caloriques et des dépenses musculaires importantes, eh bien, au repas suivant, les besoins vont réguler, vont ajuster en fait le recouvrement en fait de l'organisme. Dans sa masse, dans ses besoins, etc. Donc, on a une régulation post-effort. Ok, bon, ça vient contredire énormément de dogmes qui nous sont inculqués par les nutritionnistes, notamment dans le domaine du sport. Donc, on ne tombera pas sur place, on ne fera pas un malaise si on arrête. Est-ce qu'on peut avoir des protéines ailleurs que dans la viande ? Éventuellement, oui. Bien sûr, disons, il y a tous les produits marins, les produits de mer, hein, les produits animaux. On trouve des poissons, des coquillages, des crustacés. On pourra avoir, si on a la chance, et c'est quelque chose qu'on aimerait développer à l'avenir, c'est avoir des consommations d'insectes. Hein. L'insecte est une protéine d'avenir. C'est la FAO qui le dit, c'est même pas moi. Oui, mais il y a une polémique là-dessus. Attention, Bernard. Oui. Puisque c'est aussi Klaus Schwab qui en parle dans son livre Le Grand Reset. Et ça fait partie d'un agenda quelque part. Et on n'est pas tous résignés au point de manger des insectes, je pense. Non, mais pour les avoir goûtés, je peux te dire que c'est extrêmement délicieux quand le corps en a besoin.
Ah oui, oui, oui. Donc évidemment, la perception de l'insecte est souvent l'objet d'un schéma déclencheur chez nous, voilà, Un peu de répulsif. répulsion, hein, Oui, de répulsion. effectivement. Mais l'insecte peut se manger sous forme de larve, par exemple. Oui, oui, oui. Et puis c'est un apport protéinique C'est un assez apport conséquent. protéinique excellent, Oui. excellent. D'accord. À l'époque aussi, en 2012, j'avais eu l'occasion, lorsqu'on avait créé notre premier média qui s'appelait Méta TV, d'interviewer une femme exceptionnelle qui s'appelle Corinne Gouget. Elle avait écrit un ouvrage qui s'appelait, qui était contre les additifs alimentaires, dans lequel elle répertoriait donc tous les codes E951, E913, etc., d'additifs qu'on peut retrouver au dos des paquets dans les supermarchés. Donc ma question sera simple, est-ce que toi tu conseilles encore d'aller faire son caddie dans un supermarché, ou c'est une question rhétorique quelque part, je connais la réponse, ou plutôt Ouais. d'aller voir directement l'agriculteur et d'aller cueillir soi-même dans son potager? Quand on peut le faire, c'est préférable de toute façon, mais disons, moi je préfère le contact direct avec les aliments intègres, hein, c'est-à-dire entiers, bruts, sans aucune transformation. Donc dans les supermarchés, on a des produits de mer, par exemple, qui peuvent être directement issus de la pêche et qui n'ont pas été transformés, hein, donc ça c'est très bon. Parfois, quand je vais à la poissonnerie du supermarché, je passe devant les étals de fruits et de légumes, et puis je regarde ce qu'il y a, hein. Il peut y avoir des choses intéressantes. À partir du moment où c'est des choses... Bien sûr, c'est passé de main en main commercialement, mais il n'y a pas eu de transformation, donc à partir de ce moment-là, ça peut être bon. Mais sinon, les produits emballés avec des étiquettes derrière, des décompositions, ça, j'ai jamais ça dans mon approvisionnement. Est-ce que ça peut impacter clairement qui nous sommes au quotidien, puisque c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui? Ben oui, si on achète des produits transformés avec des compositions d'additifs dedans et tout ça, ben on se soumet en fait à l'industrie agroalimentaire. En fait, et moi, comme je mange, je n'ai besoin que d'aliments entiers à l'état brut, hein, des fruits, des légumes, des racines, des tiges, des feuilles, comme je l'ai dit. Eh bien, je n'achète jamais de produits sous emballage plastique qui ont été stabilisés avec des molécules de synthèse, hein. Donc ça n'existe pas dans mon approvisionnement. Pas d'aspartame, pas de glutamate, Non. rien du genre. Ah non, rien du tout. On peut vivre sans, ça fait 40 ans que je vis sans tous ces produits. Donc, Ah ben j'imagine, et puis on doit mieux s'en porter. Et là pour le coup, j'ai appliqué la leçon depuis, puisque j'ai vu les dangers que ça pouvait apporter, notamment au niveau des cancers, au niveau aussi des troubles de l'attention et énormément de troubles physiologiques associés à ça. Alors ça nous mène à la question sur le sucre. Est-ce qu'on peut arrêter le sucre? Est-ce que arrêter le sucre, parce que pareil, sucre lent, sucre rapide, sucre ajouté, on a plusieurs catégories. On entre aussi ici dans un clivage, et c'est aussi conseillé pour le sport ou pour certaines activités assez intenses. Quel est ton positionnement par rapport au sucre? moi, je n'ai pas de positionnement par rapport au sucre en tant que tel. C'est une notion que j'oublie. Si tu veux, pour nous, l'alphabet, c'est pommes, poires, bananes, pêche, abricots, mangue, ananas, papaye. C'est ça notre alphabet. C'est pas sucre lent, sucre rapide. Et donc nous, on aborde les aliments à travers leur présentation naturelle, quoi, hein. Donc en fait, il n'y a pas besoin de s'intéresser à la composition des aliments. Les aliments sont perçus par des arômes volatiles auxquels notre odorat et notre goût sont adaptés. Ils se sont construits historiquement dans la nuit des temps. Faut dire que les singes, les primates supérieurs dont nous faisons partie, avec les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles et les bonobos, eh bien, on existe depuis 50 millions d'années peut-être, hein. Enfin, il y a des discussions sur la naissance de cet embranchement de la vie des mammifères. Eh bien, donc, depuis 50 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à un milieu qui leur donnait non pas du sucre qui nous donnait le sucre sous des formes de fruits, de légumes, de plantes, de racines, de tiges. C'était ça l'approche. Donc moi, je préfère retourner une approche comme ça, donc qui chante totalement en fait l'industrie alimentaire. Tu effectues des stages donc, dans lesquels, comme on peut voir à l'image, à l'écran, tu réinvites les gens à se reconnecter à ces fameux fruits en question. Comment ça se passe pour ceux qui voudraient éventuellement te rejoindre? Ça fait un petit bout de temps, n'empêche, que tu fais ça, non?
quelque part. Voilà, absolument, oui, j'ai transformé ma maison en centre d'accueil consacré à l'information, l'éducation et la rééducation, la réinitialisation en fait de l'instinct alimentaire. Chez moi, dans ma maison qui s'appelle Mangeons Nature, d'ailleurs qu'on trouve sur Google Maps, eh bien, voilà, donc c'est un séjour d'immersion, une immersion totale avec moi. On prend les repas avec moi tous les jours. On a un petit rendez-vous aussi le matin où on fait un débrief de ce qui s'est passé la journée d'avant, où on prend un aliment, qui est le seul aliment qu'on prend en dehors des repas, qui nous aide à nettoyer l'organisme en quelque sorte. Donc on a ça, on passe les journées ensemble dans la maison et puis on échange continuellement. Hein. Et donc les gens voient comme je mange, ils sont à côté de moi, je leur indique, je leur montre comment sentir les aliments, comment choisir. Le repas se passe en 2 temps, enfin on a des séquences de choix hein, devant nous qui composent le scénario du repas et puis on va sentir ces aliments pour détecter en fait le meilleur à chaque instant. Une fois qu'on a choisi le meilleur, on le déguste et on le mange autant qu'il nous fait plaisir, la quantité. Voilà, notre diététicien, en fait, c'est le goût. Hein. Comme je le disais dans l'interview de Thierry, il suffit simplement d'apprendre. Donc, j'apprends aux gens à obéir, en fait, à leurs signaux olfactifs et leurs signaux gustatifs. Et c'est à cet endroit que tu avais reçu Thierry en 2007 ? Exactement. Et que tu l'as remis sur les rails, entre guillemets. Ouais. Après son passage chez moi, je l'ai suivi, je l'ai accompagné pendant 2 ans, même peut-être plus, à cette époque. Et il m'appelait quand il voulait, et puis je lui donnais des conseils, je l'ai aidé à mettre en place son approvisionnement d'aliments naturels, à maintenir son choix, à le soutenir dans les différents méandres qu'il a connus, parce qu'on ne redresse pas en fait un métabolisme comme ça sans aller et venue, hein, avec parfois des petits signes qui sont en fait des symptômes, donc il faut arriver à analyser, ne pas se décourager, garder toujours le cap, etc. Donc ça nécessite tout à fait un soutien rapproché. Et donc ce que je fais à côté des stages et des périodes d'immersion chez moi, je fais des accompagnements hein, sur la durée, de telle sorte de réapprendre aux gens en fait à retrouver l'équilibre alimentaire par eux-mêmes, quoi. Hein. Je compare souvent mes accompagnements à l'image de l'enfant qui apprend à faire du vélo. Il reçoit un vélo, il y a des roulettes latérales, mais après, il apprend, il essaye de sentir l'équilibre, d'acquérir le sens de l'équilibre. Et les parents, quand ils enlèvent les roulettes latérales, ils tiennent encore la selle un bon moment. Donc moi, je fais des accompagnements pour pouvoir tenir la selle de l'équilibrage alimentaire le temps qu'il faut, de telle sorte que la personne acquiert en fait le sens de cet équilibre par lui-même. On voit actuellement, avec la période des fêtes, que ce soit dans un environnement rural et d'autant plus urbain, se passer de toutes ces denrées, notamment du foie gras et de la dinde ou éventuellement de certaines viandes lors du repas de Noël ou pendant le réveillon, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, d'assez excluant au point de vue sociétal. Est-ce qu'on arrive à gérer les frustrations assez facilement ? Je sais que tu as un volet dans ta formation, du moins sur ta chaîne YouTube, qui parle des frustrations. Comment préconises-tu la gérance, en quelque sorte, de cette problématique ? Déjà, la première chose que je dis, c'est de faire les choses en fonction de soi-même. Là où on se trouve, là où on en est dans son expérience et dans son évolution personnelle, de faire quelque chose qui est cohérent avec l'état dans lequel on se trouve, d'être en cohérence avec l'intention qu'on a au moment où se produit la fête. C'est-à-dire que si on est... Alors, tous les cas de figure sont possibles. Donc, moi, j'accompagne les gens pour leur permettre de se sentir bien, de participer à leurs rendez-vous sociaux de fête et tout ça, de ne pas décliner les invitations, parce que l'attitude facile consisterait de dire « Ah ben non, je suis pris ailleurs, etc. » et puis de décliner l'invitation, si tu veux. Non. Moi, même personnellement, je réponds à toutes les invitations. Parfois, d'ailleurs, je les provoque. Donc, moi, je n'ai pas une vie sociale appauvrie, il ne faut pas croire, hein, pas du tout. Non, on peut très bien. Donc, j'apprends aux gens en fait à se comporter en société, à préparer leur introduction en société avec leur mode alimentaire s'ils le souhaitent. Hein, s'ils souhaitent pratiquer le mode alimentaire que je leur transmets pendant les fêtes de Noël, du jour de l'an, tout ce que tu veux, je leur apprends comment faire.
Tout en Donc, résistant au matraquage marketing et médiatique absolument, absolument. de la Ça, malbouffe pendant ces périodes. exactement. Et si les gens sont éduqués à ça, ils peuvent facilement franchir tout ça. La sensation de frustration aussi, il y a une explication que je donne, qu'on a découvert, avec notre expérience, c'est que si on a une sensation de frustration, c'est en fait qu'on a des molécules que j'appelle des toxines, des molécules résiduelles de ces aliments-là qu'on a mangés autrefois, qui sont en circulation dans nos liquides, le sang et la lymphe, et qui vont stimuler les circuits de la récompense, les circuits neurologiques qui nous provoquent ce sentiment de frustration, si tu veux. Donc, on a une base, pour toute situation et sentiment de frustration, on a une base physiologique. Donc, j'explique ça à mes apprenants, que s'ils se sentent frustrés, c'est qu'ils ont des toxines correspondant à l'aliment dont ils se sentent frustrés, qui sont en circulation dans leur sang. Donc, ça nécessite Donc, il y a des moyens techniques propres à la démarche qui consistent à baisser la concentration toxinique, si tu veux, pour faire disparaître la base physiologique de cette frustration. Si on maîtrise la teneur en toxines de l'organisme, on n'a pas de sensation de frustration. Ou alors, si on a une sensation de frustration, elle est uniquement avec sa composante psycho-affective et pas du tout avec sa composante physiologique. Donc déjà, quand tu prives une situation de frustration de sa composante physiologique, si tu veux, ben, tu l'écroules carrément, la sensation de frustration. Eh oui, il y a deux parties. Il y a aussi la tête. Voilà, tout à fait. Effectivement. Il y a la tête, il y a le psycho-affectif qui joue. Parce qu'on a été éduqué dans un mode relationnel aux aliments qui est délétère, qui est faux. Et on a, entre autres, on est grevé d'un court-circuit fondamental et délétère entre le rapport à la nourriture et le psycho-affectif, si tu veux. C'est-à-dire que la nourriture a été un substitut d'amour dans notre mode éducationnel. Et donc, la nourriture est chargée, en fait, d'un contenu, d'une promesse d'amour, en fait, si tu veux. Donc, il faut arriver... Mais ça, c'est antinaturel. Pour moi, c'est antinaturel. Mais c'est deux nourritures essentielles de l'être humain. La nourriture physique pour le corps physique, si tu veux, et la nourriture spirituelle, qui est l'amour, l'amour pour l'esprit, pour l'âme, si tu veux, et l'évolution spirituelle, sont deux nourritures qui ne doivent pas se court-circuiter. Mais structurellement, comme il y a échec des deux, en fait, elles se confusionnent ensuite. Eh oui, c'est une complémentarité avant tout. Alors qu'elles doivent marcher indépendamment l'une de l'autre. Eh oui. C'est ce qu'on a redécouvert dans cette démarche aussi, ce qui est très intéressant, et ça nous mène sur un volet tout à fait inattendu, si tu veux, qui est un volet plus de nature spirituelle. Eh bien, on en parlera aussi, puisque c'est un petit peu la thématique principale de notre chaîne. Et malgré tout, ça crée une très belle transition avec l'alimentation qu'on pourrait préconiser pour nos enfants, pour les jeunes papas et pour les jeunes mamans à qui on dit manger 5 fruits et légumes par jour. Ok. Quid du lait de vache notamment, des produits laitiers qu'on doit incorporer absolument sous peine d'être mis à l'écart du point de vue même de la justice parfois, hein. Dans certains cas de garde, c'est un argument qui fait foi si on ne l'applique pas. Quel est ton avis, quel est ton point de vue dessus, lait de vache ou pas lait de vache? Ben là, tu me mets devant une forteresse. Eh oui. Historiquement, au départ, la démarche n'avait pas récusé le lait animal. Et puis en fait, d'autres expériences, des expériences involontaires, nous ont amené à remettre en cause le lait animal. En particulier, des états inflammatoires prononcés, des emballements d'inflammation qui provoquaient des plaies purulentes et tout, si tu veux. Sclérose en plaques aussi, éventuellement? Aussi, oui, ont été soignés, ont évolué favorablement à partir du moment où on a enlevé le lait animal. On remettait le lait animal, les plaies se remettaient à puruler, à sortir des matières. On enlevait le lait animal, ça s'arrêtait. Voilà, il y a toute une série d'expériences qui ont été faites et renouvelées ensuite par la suite, pour être bien sûr. Des études scientifiques. Absolument, qui nous ont conduit à récuser le lait animal. Et à bien y réfléchir, si tu veux, on est la seule espèce de mammifère qui utilise le lait d'une autre espèce de mammifère. Et ça, on le doit à un artifice qui est extrêmement élaboré, qui est la domestication. Et la domestication avancée au point de pouvoir accéder à la mamelle des femelles. Et finalement, l'introduction du lait animal dans la plage alimentaire humaine date de
7000 ans environ. Quand 7000 on ans. regarde la composition du lait animal par rapport au lait de femme, si tu veux, le Oui. lait de femme étant vraiment... Historiquement, ça fait 7000 ans qu'on a On substitué le utilise lait le maternel. lait animal, ouais. 7000 ans seulement. Et la domestication de l'animal, ça remonte à 10-12 000 ans. Mhm. On a domestiqué pendant 5000 ans à peu près, si tu veux, sans traire, sans atteindre la mamelle des femelles. Et il y a 7000 ans, on a atteint la mamelle des femelles, on a sorti le lait des femelles. Mais moi, je croyais que c'était un dogme contemporain, notamment pour, encore une fois, engraisser les industries agroalimentaires. Mais non, ça fait 7000 ans qu'on On a fait cette commencé erreur. à utiliser le lait animal, oui. Ouais, et maintenant, on le fait de manière régulière et récurrente. C'est devenu un mode de vie courant, quoi. Hein. Et le lait est partout. Et en réalité, quand tu regardes la composition des laits comparativement entre les différentes espèces animales, y compris l'homme, bien sûr, tu vas trouver par exemple des protéines comme les albumines dans tous les laits. Tu vas trouver des caséines, par exemple, c'est aussi une protéine un peu plus élaborée encore, dans tous les laits. Mais si tu regardes dans le détail, la composition physico-chimique des albumines et celle des caséines ce ne sont pas les mêmes entre le lait de vache et le lait humain. Le petit humain, le bébé, si tu veux, est très bien adapté génétiquement au lait de sa maman, Oui. Hein, au lait de femme, ou de sa maman ou d'une autre maman, hein, d'une nourrice. Ça, il n'y a pas de problème, il y a adaptation génétique, ça colle parfaitement. Mais avec du lait animal, voilà, ça ne colle pas. Et ça explique d'ailleurs l'intolérance des bébés au lait. Bon, Que encore l'homme a contourné en inventant ce qu'on appelle aujourd'hui les laits maternisés, avec des additifs, des bactéries digestives, Stérilisé. etc., pour faciliter, pour contourner en fait l'intolérance. Et l'intolérance des bébés au lait animal est intégrée par la médecine, si tu veux, qui est sous le dogme de l'art culinaire, en fait. C'est intégré par la médecine comme une anomalie. Et les papas et les mamans qui reçoivent le verdict que le médecin va dire, ben, votre bébé il est intolérant au lait, ils reçoivent ça comme avec une once de culpabilité, si tu veux. Ce qui est complètement le monde à l'envers de l'écologie et de la biologie. C'est n'importe quoi. Effectivement, donc si on vient à un testage, pas de produits laitiers, pas de fromage, pas de yaourt, pas de lait de vache. Non, on est en dehors de la plage des aliments naturels, comme j'ai commencé à la définir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser aux jeunes parents en termes d'alimentation pour leurs enfants, pour les bébés, pour les nourrissons et pour les enfants en pleine croissance, quelque part? Eh bien, il faut déjà leur demander qu'eux-mêmes, et surtout la maman, corrigent son alimentation, dans le sens d'une alimentation écologique, d'une alimentation pour laquelle son organisme est adapté génétiquement, tu vois. Le Voilà, même schéma que disons. pour les adultes, quelque part. Exactement. Oui. On préconise ça à la maman. Si la maman et le papa sont convaincus et qu'ils le font, ils vont automatiquement entraîner leur bébé. Très facilement, les bébés passent à l'alimentation naturelle, même ils sont déjà nés, ou même les jeunes enfants, ils passent très très facilement à l'alimentation naturelle. Mais il faut qu'ils aient une référence adulte, qui soit leur phare, leur modèle. Exactement. Mené par l'exemple. Voilà, exactement. Le modèle éducatif qu'on peut faire à l'enfant, c'est déjà de le mettre en présence d'aliments naturels. Le stimuler, quelque part. Le précepteur principal de chaque enfant, c'est son propre instinct alimentaire. C'est-à-dire que si tu mets l'enfant, et c'est ça que j'ai envie de dire aux parents, dans cette expérience magnifique qu'est celle de l'alimentation naturelle, s'ils la font pour eux et qu'ils veulent la faire pour leur enfant, qu'ils sachent simplement que si on met l'enfant, le bébé même, en présence d'aliments naturels exclusivement, le bébé va s'auto-éduquer lui-même en confrontant son instinct, ses sens, son odorat, son goût aux aliments naturels. Les aliments naturels font partie de l'alphabet nutritionnel de la vie. Il suffit de mettre en contact le bébé avec les aliments naturels, donc de lui faciliter l'accès, de lui porter les aliments, les fruits, les légumes un à un sous le nez, et puis l'enfant va réagir. C'est ce que j'ai fait avec mes bébés nés en alimentation naturelle. Et donc quand on leur passe les aliments sous le nez, le bébé soit il est amorphe, à ce moment-là il n'a aucune réaction, donc aucun intérêt, on passe, on élimine. Et puis à un moment donné, tu vas présenter un aliment et le bébé se met à avoir une réaction tout à fait différente. Et donc il est en train de te dire qu'il est intéressé par cet aliment-là. Donc tu le mets de côté, tu le sélectionnes, etc., etc. Puis après plusieurs tours, tu vas sélectionner le meilleur du moment. Et le bébé, tu vas lui donner. S'il n'a pas de dents, tu le mets dans la bouche de la maman ou du papa, tu prémâches et tu recraches dans une cuillère. Ce que tu recraches dans la cuillère, ce n'est pas sorti de l'industrie alimentaire, c'est sorti de ta bouche, sous contrôle de tes enzymes. Le bébé est adapté aux enzymes humains. Et
aux aliments, aux matières alimentaires qui sont dans la petite cuillerée. Tu lui mets et ça, le bébé jouit te montre un visage béat de plaisir et il va déglutir la petite cuillerée avec goulûment. Et tu recommences sur une deuxième cuillerée, etc., etc. Et à un moment donné, tu vas voir que le bébé va plus pouvoir ingurgiter la nouvelle cuillerée que tu lui donnes. Donc là, c'est que tu as atteint le top de cet aliment-là à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je raconte dans mon petit livre témoignage. Ah, c'est super. Et c'est magnifique, c'est mignon. Voilà, donc l'éducation, il est là, il est dans le contact. Il n'y a rien à dire. Il faut apprendre aux papas et aux mamans à fermer leur bouche dans le cadre de l'alimentation naturelle. Il suffit simplement qu'ils soutiennent et qu'ils facilitent le contact aux aliments naturels. Le bébé s'éduque tout seul par la découverte par lui-même du fonctionnement de son propre instinct, son odorat, son goût, et puis le plaisir qu'il a. Le bébé ne va pas aller dans le déplaisir. S'il a quelque chose qui lui fait le déplaisir, il écarte, il évite. Voilà, il n'y va pas. Il ne va que dans le plaisir. Et c'est le principe éducationnel le plus fort qui existe. Je n'en connais pas de plus fort. Et du point de vue des parents, ça demande simplement le fait de ne rien dire et simplement de favoriser la permanence autour de l'enfant, du bébé, d'un ensemble d'aliments naturels exclusivement. Et ce schéma pédagogique, on peut le réaliser jusqu'à quel âge ? On peut le réaliser dès la naissance. Dès la naissance, mais jusqu'à quel âge ? Parce que après, attention, c'est pas facile comme bonjour. On a d'autres stimuli en parallèle. Oui, mais si l'enfant a été éduqué comme ça, si tu veux, il a des bases instinctives, il a un enracinement profond. D'abord, il a une structure psychique qui est basée sur la confiance, parce qu'il sait qu'il peut par lui-même trouver les aliments qui sont utiles à lui. Oui. Donc là, t'imagines bien, si tu prolonges un petit peu cette phrase, t'imagines bien qu'un enfant qui a cette expérience-là dans ses premiers jours d'existence, eh bien, il va pas chercher, il va pas être déstabilisé, il va être confiant en lui-même. Il se construit autour de la confiance en lui, tu vois. Donc ça donne des êtres qui sont très autonomes, qui sont très volontaires, très très directifs dans ils savent ce qu'ils veulent. Et tu peux pas leur faire croire, leur faire passer je sais pas comment on dit, pour des lanternes, des citrouilles pour des lanternes. Voilà, je crois que c'est ça l'expression. Tu peux pas leur faire passer quelque chose qui est faux. Ils sont très très interactifs, très réactifs, et c'est des êtres solides sur le plan psychique, tu vois. Et ça, c'est merveilleux d'avoir des enfants comme ça. Ah bah oui, non, puis c'est un idéal d'avenir. J'allais dire, ils seront moins réceptifs par la suite aux influences externes, oui. Oui. Ils auront un sens critique beaucoup plus aiguisé. D'accord. Même si après, ils arrêtent l'alimentation naturelle, si tu veux. Le fait qu'ils aient cette base en eux-mêmes, tu vas pas les tournebouler facilement. Et je vais prendre l'exemple d'une grande enseigne qui s'appelle McDonald's et qui s'est vu interdit les jouets dans les Happy Meal aux États-Unis, ce qui n'a pas été fait en France, bien entendu, puisque nous, on est toujours des bons élèves en matière de capitalisme, même si c'est pas une émission politique ce soir, malgré tout, c'est un fait et un constat. Ils ont interdit les jouets dans les Happy Meal puisqu'ils considéraient ça comme une sorte de manipulation déloyale vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis notamment des familles et des foyers. Ce qui n'est pas le cas en France, et ça fait partie des stimuli qui sont importants, auxquels nos enfants seront confrontés dans tous les cas, puisqu'il y a une enseigne McDo dans chaque village, dans chaque quartier, notamment dans les environnements urbains où là c'est carrément, ça pousse comme des champignons. Si jamais on effectue ça dès le plus jeune âge, dès que notre nourrisson voit le jour, il sera moins apte, moins emprunt par la suite à réagir et à tomber dans le piège de la malbouffe. C'est bien ça. Probablement, oui, probablement, mais en même temps, tu sais, ton enfant n'est pas ton enfant, tu le sais bien. Après, il devient autonome, il t'échappe. Oui. Donc après, mais il aura des bonnes bases pour diriger sa propre vie comme il l'entend. Oui. Ouais, c'est quand même après, il aura le libre arbitre de se laisser influencer, passer sous influence sociale ou pas, ou dans quelle proportion, ou bon voilà. Après, c'est chacun vit sa vie de manière autonome, mais ça donne des êtres en tout cas qui ont beaucoup d'autonomie, beaucoup de sens critique et qui vont moins se comporter, je dirais, comme la masse des gens. Est-ce que tu as vu Super Size Me de Michael Absolument. Moore ? Qu'est-ce que ce reportage t'a-t-il inspiré ? Oui, c'est une preuve par le contre-exemple mené à l'extrême. Oui. Donc c'est effectivement très très dangereux et le message du film est finalement assez clair. Il est assez éducatif. Voilà, il y a du danger dans cette direction-là.
Simplement, le problème, c'est que c'est en fait c'est la contradiction interne de la cuisine, de l'art culinaire, si tu veux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'au départ, les premiers humains qui ont mélangé, cuit des aliments, ils ont peut-être pu tomber sur des recettes très mortelles. Par exemple, je ne sais pas, j'invente n'importe quoi, une omelette aux amanites phalloïdes, si tu veux, a pu faire mourir les premiers consommateurs à 100%, si tu veux. Donc, les cuisiniers en herbe qui ont fait cette recette, eh ben, ils l'ont repoussée, ils l'ont écarté de leur savoir-faire. Et que finalement, de proche en proche, les recettes qui ont été transmises sont les recettes qui n'étaient pas mortelles immédiatement. Donc qui étaient mortelles plus tard, suffisamment dégagées du temps pour qu'on ne puisse plus faire le rapport de cause à effet. Mais en réalité, donc, ça laisse une réflexion un peu songeuse sur le rapport entre l'art de préparer ces aliments, que représente l'art gastronomique, l'art culinaire, si tu veux, et le surgissement des maladies, qui vient souvent bien après, et par la répétition des situations, la répétition du matraquage de l'organisme, en quelque sorte, et de telle sorte que ni la médecine, ni la science, ni la population ne fait les rapports entre le mode alimentaire et la maladie qui surgit bien après. Bernard Mercier, je suis ce que je mange. Donc une émission spécialement dédiée à l'alimentation, et on va passer en seconde partie de cette entrevue où on va corréler l'alimentation au quotidien avec un petit peu de spiritualité également. Au préalable, je voulais quand même te reposer la question par rapport au crudivorisme. Et sachant que ça fait partie d'un de tes domaines de prédilection, et par rapport au smoothie, au jus, donc, est-ce qu'on peut se cantonner, puisqu'on a là aussi affaire à un énième clivage, au crudivorisme, sans avoir d'impact? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers quelque part que de transitionner d'un coup comme ça d'une nourriture cuite, d'une alimentation plutôt classique, basique, au crudivorisme tout à coup? Oui, c'est dangereux si on passe au crudivorisme non éclairé, si je dirais ça. C'est-à-dire que je comprends en même temps les racines du crudivorisme, qui est une protestation inconsciente légitime contre le fait de préparer ces aliments, de les cuire systématiquement, si tu veux. Donc, cette contestation, elle est légitime parce que la cuisson systématique des aliments n'est finalement pas logique sur le plan écologique, sur le plan biologique. Et donc, la contestation que représente le crudivorisme est juste en elle-même. Mais une simple contestation comme ça, voilà, d'abord, ça crée un clivage, mais aussi cette contestation, comme elle est quand même assez répandue, elle explique la multiplicité des modes alimentaires crudivores, des approches crudivores. Mais mon approche à moi, ce que je fais, ce que je transmets, ce que j'enseigne, ce n'est pas une approche clivante qui veut cliver, qui s'oppose au monde culinaire. C'est une approche qui veut repenser en fait l'être humain dans sa globalité et dans la globalité de son rapport à l'environnement. Même si cet environnement a été tellement impacté par la présence de la jante humaine sur la planète que voilà, l'environnement naturel est compromis. La naturalité de notre environnement n'est pas forcément toujours présente, est toujours intègre. Et donc, il faut retrouver le contact avec cette naturalité, de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop transformée et qu'elle puisse nous donner des aliments naturels. Et donc, l'alimentation naturelle, c'est en fait retrouver la connexion avec cet environnement non dénaturé, si tu veux, de telle sorte qu'on puisse faire exprimer en fait nos besoins physiologiques profonds par le jeu de nos sens, qui sont le processus qui est capable de nous guider, de guider nos prises alimentaires lors de nos repas, en qualité et en quantité, et donc de les ajuster parfaitement aux besoins du corps. Donc, ce qui fait que l'alimentation naturelle est une forme de crudivorisme, si tu veux, mais qui est celle qui apprend comment manger cru, comment manger sainement et de façon équilibrée, parfaitement ajustée sur le plan enzymatique, sur le plan digestif, voilà, des aliments naturels. Donc, c'est ça que j'apprends, et donc moi, c'est quelque chose qui dépasse simplement la démarche crudivore de base, si tu veux. Alors, tu aurais été un candidat exceptionnel dans Koh-Lanta, si je puis dire. On parle de l'effet Man versus Wild. C'est sûr que ça implique et ça apprend une certaine résilience en milieu naturel. Est-ce qu'on n'arrive pas de fait à s'en débrouiller par soi-même dans la nature plus facilement ? On pourrait faire des stages de survie, oui, à condition d'aller dans une nature qui n'est pas trop appauvrie par l'impact humain. Oui.
Bien sûr, une effectivement. nature qui est peu impactée par les activités humaines et qui a gardé sa diversité et sa profondeur. Donc, il faudrait. Koh Lanta, c'est des lieux qui sont un petit peu appauvris en termes de nature, donc ça deviendrait la quadrature du cercle, quoi. Ça serait probablement difficile. Mais dans une forêt, en plus, aller dans la forêt, on n'est pas habitué, on n'est pas adapté. Enfin, disons, on a perdu des habitudes, on a perdu la connaissance que nos ancêtres avaient probablement du milieu naturel. Donc, aller dans un milieu naturel sans avoir la connaissance, c'est comme si tu lâches un animal qui a passé toute sa vie en capture dans un zoo, tu le lâches dans le milieu naturel, c'est très dangereux de faire ça. Tu l'envoies à la mort. C'est d'ailleurs ce que les éthologues qui étudient le comportement animal pronostiquent. On ne relâche pas un animal qui a été domestiqué, oui. Qui a été captif. On ne le relâche pas dans le milieu naturel, on l'envoie à la mort. Donc, si tu m'envoies dans une forêt appauvrie, parce que les forêts qu'on voit dans Koh Lanta, elles sont plutôt appauvries. C'est un exemple caricatural, mais admettons, prenons la forêt amazonienne. Voilà, exactement. Et encore, la forêt amazonienne, il faut y être éduqué, attention, il faut connaître. Donc, oui. Sans la connaissance, on se ferait vite manger par des moustiques ou par je ne sais pas quoi. On risquerait d'avoir vite des problèmes. Mais on aurait sans doute beaucoup plus de facultés adaptatives par rapport à quelqu'un qui viendrait du culinaire direct, quoi. Par rapport au jus et au smoothie, qu'est-ce qu'on peut faire, pratiquer au quotidien? Est-ce que c'est suffisant en termes d'alimentation ou est-ce qu'il faut également... Tout dépend de ce qu'on veut. Moi, c'est mieux de manger des jus de légumes que de boire du café, par exemple. Oui. Tant qu'à choisir, je conseillerais plutôt le premier par rapport au deuxième, bien sûr. Mais bon, il se trouve que l'expérience montre qu'avec un jus ou avec un smoothie, il y a une transformation mécanique de l'aliment en dehors du corps, donc avant introduction dans la bouche, si tu veux. Et cette simple transformation mécanique transforme les molécules, crée des molécules nouvelles, et l'amas moléculaire qui résulte d'un jus et d'un smoothie, si tu veux, l'instinct ne sait pas nous comporter, nous diriger avec ces aliments-là. Il ne sait pas nous dire si on en a besoin ou quand on en a assez, etc. Il ne sait pas nous dire. Surtout que dans les jus et dans les smoothies, souvent, on mélange des aliments. Donc, tu as deux transformations pour le prix d'une, si je puis dire. Tu as une trituration, donc une extraction de jus. Donc, quand tu tritures ou tu extrais le jus, tu brises des membranes cellulaires, tu fais rentrer en contact des molécules qui sont à l'intérieur des cellules avec des molécules qui sont entre les cellules. Donc, il y a des réactions biochimiques qui se font et qui créent des molécules nouvelles qui n'existent pas dans le fruit ou le légume ou la plante d'origine. Donc, tu crées des molécules nouvelles. Ces molécules nouvelles déjouent en fait tes mécanismes olfactifs et sensoriels. Donc, tu n'as plus. C'est comme si tu rentrais dans un tunnel tout noir, tu ne sais plus te diriger. Tu n'as plus les outils, les périscopes sensoriels pour diriger ta prise alimentaire. Donc, tu vas manger trop de jus, sans compter que si tu as 2 ingrédients A et B dans un jus, par exemple, mettons que tu as 50% et 50%, rien ne dit que si tu manges le jus, tu dois manger autant de l'un que de l'autre. Alors qu'à l'état naturel, rien ne dit que tu mangerais la même quantité de l'un que de l'autre, tu vois. Donc, il y a un forçage qui est fait, un forçage des barrières instinctives qui est fait à travers un jus ou à travers un smoothie, c'est pareil. Donc pour nous, jus et smoothie ne sont pas dans la catégorie des aliments naturels. Donc, c'est des gourmandises quelque part. C'est quelque chose, c'est un sport alimentaire, c'est un choix alimentaire qu'on peut essayer par goût de l'aventure, si on veut, mais ça sera effectivement moins dangereux que de manger traditionnel. Ça sera une expérience intéressante peut-être, mais c'est pas ce que je ne parle jamais de ça, moi. Je ne propose jamais ça. D'accord. Je te remercie. Donc on passe à la question un petit peu plus spirituelle. Quels sont les liens justement entre le bien-être mental, le bien-être spirituel et l'alimentation naturelle? Alors une des premières choses qu'on constate, que mes apprenants constatent d'ailleurs même au bout de quelques jours d'immersion, même au bout d'un jour parfois, c'est d'abord qu'ils quittent la table et ils se sentent pas lourds au niveau de l'abdomen. Ils sont légers et ils ont une digestion facile. Ils ont une sorte de détente intérieure. Ça peut exister, ça apparaît dès le premier repas. Ça peut apparaître dès le premier repas. C'est plus net au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est plus net. Plus on avance dans la semaine, plus c'est net. Il y a donc une détente sur le plan physiologique, sur le plan digestif. Les organes, le tube digestif fait son travail naturellement, et donc ça dégage l'esprit, ça dégage les autres fonctions.
chaque fonction bosse, accomplit son œuvre. Il y a la digestion, la circulation sanguine, il y a le nettoyage, la détoxination, toutes les fonctions physiologiques prennent leur place, leur plein potentiel. Et on constate une sorte de détente intérieure, de clarté d'esprit également. On a les idées plus claires, on est moins encombré, on percute plus vite. Alors tout ça, j'explique les mécanismes physiologiques qui sont à la base de ça. Donc on se sent plus détendu et en même temps plus ouvert et intérieurement plus joyeux, plus léger, plus ouvert. On a le cœur plus ouvert, tout ça. Et donc, on ressent ça chez les autres aussi qui le font, si tu veux. Et ça donne, dans le vécu, dans la sensation de vivre, ça donne une sorte de reconnexion avec soi-même, avec ses racines profondes, avec son identité première d'être humain, si tu veux. Et donc, cette reconnexion, elle est à la base, on se sent plus authentique, si tu veux. Et les autres aussi nous sentent différemment. J'ai encore le témoignage, là, il y a quelques jours, d'une personne qui est passée là et qui me dit « Je me balade dans le village comme avant, mais c'est bizarre, cette fois, je discute plus facilement, je suis moins timide, je discute avec les gens du village et qui viennent aussi, certains viennent discuter vers moi. Les relations sont plus fluides, si tu veux. » Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un constat. Les gens passent en alimentation naturelle quelques jours et deviennent plus authentiques, à la fois dans la perception qu'ils ont des autres, et également, ils constatent que la perception des autres vis-à-vis d'eux-mêmes est plus vraie, plus authentique, ce qui fait que le dispositif des relations humaines, si tu veux, s'en trouve allégé. Il y a moins de peur, il y a moins de crainte, il y a plus de fluidité, il y a plus d'authenticité. Et ça, c'est extrêmement agréable. Effectivement, c'est magique même quelque part. Et oui, tout à fait. Ta relation par rapport aux jeunes? Ça a changé complètement. Ça a changé complètement avec l'alimentation naturelle. Avant, disons, j'étais un petit peu porté par le courant social dominant, sans m'en apercevoir, sans en avoir conscience. Et finalement, les enfants, les jeunes, si tu veux, je les considérais comme des êtres qui sont tout le temps turbulents, qui viennent gêner la discussion des adultes et tout ça. Tu vois, j'avais cette perception-là avec un désintérêt, en fait, pour les enfants, pour les jeunes, en tant qu'êtres humains. Avec l'alimentation naturelle, et ce que je te dis en préambule, là, si tu veux, ça a totalement changé. Je me suis intéressé aux êtres humains, quel que soit leur âge, de la même manière. Que ce soit un enfant, même un bébé, si tu veux, ou un vieillard, une personne âgée, si tu veux, c'est la même chose. Et donc, c'est extrêmement fluide. Je me sens adapté à tous les âges. Je parle avec tous les âges avec aisance, avec facilité, sans rétention, sans tension interne, si tu veux. Et les gens sentent qu'ils peuvent parler aussi avec moi d'une manière extrêmement fluide, extrêmement confiante, sans avoir peur du jugement. Tu vois, je n'émets pas de jugement, je suis débarrassé de... On juge toujours, on est en train de penser dans notre mode occidental actuellement, on est tout le temps dans la tour de Babel ici, dans le cerveau, et on ne perçoit les autres, on ne perçoit le monde qu'à travers les idées qu'on s'en fait dans les représentations mentales qu'on s'en fait dans notre cerveau. Et en fait, l'alimentation naturelle, elle balaye tout ça. On a un ressenti qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus subtil, si tu veux, je ne sais pas comment dire, et qui passe par un autre pôle de la conscience que simplement le mental. Cet autre pôle de la conscience, je peux presque te le montrer, là, il est un peu plus bas que ma main, là. Il est dans ce qu'on appelle cette zone un petit peu sensible. Tu vois, je vais vous indiquer exactement quelle est cette zone. C'est l'endroit où on a les chagrins d'amour. Vous avez tous eu des chagrins d'amour ou des coups de foudre. C'est le cœur qui bat, c'est le plexus solaire, là. Exactement, oui. Et donc, ce pôle de la conscience finit par se détendre. On le sent très bien, détendu, souple, tendre. Et donc, on est ouvert aux autres d'une manière spontanée, sans avoir fait de travail psychologique, sans avoir fait de travail psychothérapeutique, sans avoir suivi une psychanalyse. Ça vient naturellement. Et ça, c'est le résultat. C'est une résultante heureuse, non jamais voulue, mais qui est une conséquence directe, ça on l'a bien vu, du retour à la normale sur le plan alimentaire, du retour à une alimentation conforme à nos données génétiques. Donc, on se remet en ordre dans notre rapport à la matière, automatiquement, on se remet en ordre dans notre rapport aux autres et dans notre façon de ressentir notre vie et le sens de notre existence. On retrouve, à travers cette alimentation, d'ailleurs, on retrouve du sens à notre quotidien, à notre vie de tous les jours. J'invite les gens à aller cliquer dans la description, la chaîne YouTube Mangeons Nature, la chaîne de Bernard justement, dans laquelle on peut retrouver énormément d'interviews avec des jeunes,
effectivement, Voilà. et qui ont peut-être participé à tes stages. Les trois quarts ont été, comme toutes les nouvelles générations, confrontés à la malbouffe, à la junk food. Est-ce que justement cette libération, ce sentiment transcendant, émancipateur, arrive instantanément lorsqu'on a 1 ou 2 repas en alimentation naturelle, ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de temps, de timing avant que ces perceptions arrivent? Tout dépend des personnes. Tout dépend des personnes. Il y en a qui sont déjà enchantés dans l'état un petit peu que j'essaie de décrire au bout d'un repas, une journée. Il y en a d'autres, il leur faut un peu plus de temps. Mais c'est égal, en tout cas, ça va dans ce sens-là. J'ai toujours vu que ça allait dans ce sens-là. J'ai pas de contre-exemple. D'accord. Moi, j'ai souvent baissé les bras, personnellement. C'est sûr, je pense avoir régulé mon alimentation par rapport à avant, où j'étais, comme beaucoup, adepte de fast-food, de kebab, etc. Et puis d'alimentation transformée avec beaucoup de sucre, énormément de sucre. Et combiné, bien entendu, aussi au THC, donc c'est-à-dire aussi au cannabis. J'étais un consommateur régulier, qui était une sorte d'amplificateur au niveau de l'appétit, clairement. Il y a des liens qui se causent, mais avec l'alcool, j'imagine que c'est la même chose. Et même sans ça, le sucre est une des plus grandes drogues et une des drogues les plus addictives aussi et les plus présentes. Est-ce que tu as eu certaines personnes qui ont baissé les bras, tout comme moi, qui sont revenues et qui ont réussi par la suite, à force de persévérance, j'ai pas envie de dire d'obstination, parce que là, ça serait un peu péjoratif. Oui, les gens, il y a 1000 raisons d'abandonner l'alimentation naturelle, ou du moins les sensations qu'on a. En fait, c'est une lutte intérieure qui concerne chacun d'entre nous. Donc, moi, les gens qui veulent être accompagnés par moi, je les soutiens dans cette lutte interne, dans le sens qu'ils souhaitent, dans le bon sens, si on peut dire. Mais bien sûr, après, j'ai vu des gens qui sont passés chez moi, puis qui sont repartis chez eux, qui n'ont pas été accompagnés, qui sont soumis, qui retournent soumis à des forces externes qui sont celles que tu décris un petit peu. Et ça, bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Il faut une force de caractère quand même au départ, une volonté assez bien plantée. Et surtout, ce que j'enseigne, c'est de ne pas se culpabiliser par rapport à l'expérience et les contre-expériences qu'on fait, ne pas se culpabiliser. Et ce que j'essaye d'apprendre, c'est de tirer les personnes de leur addiction, de leur vie un petit peu sans but, si on peut dire, ou privée de l'essentiel, en leur montrant qu'on peut accéder à une vie plus signifiante et plus douée, dotée de sens, quoi. Et c'est en fait, c'est le plaisir. Ça commence par déjà l'éducation au plaisir gustatif et alimentaire, et l'ouverture aux autres qui va amener finalement, parce que quand il y a une authenticité dans les relations humaines et quand il y a du plaisir aussi, ça amène à ce que l'amour finalement, qui est cette autre nourriture essentielle que nous avons découverte ou redécouverte justement, qui est la nourriture de l'âme. Donc l'amour peut circuler plus facilement, et ça nous a amené, la démarche nous a amené à explorer en fait les lois naturelles qui régissent aussi l'être humain dans ce domaine, aussi. Donc je fais pendant les semaines selon l'intérêt des gens. C'est pas un thème que j'impose, bien sûr, mais que je peux suggérer. Si les gens sont intéressés, je fais des présentations sur les découvertes que nous avons faites dans ce domaine des lois naturelles de l'amour, justement. Ah, c'est une belle corrélation, effectivement. C'est une très belle motivation aussi au passage. La reconnexion à soi et puis à un amour un peu plus inconditionnel et universel. C'est des paroles qui semblent utopistes, mais néanmoins salvatrices. J'imagine donc que l'estomac est, comme certains le disent, un second cerveau quelque part. Et que si on fait tout pour nous empoisonner aussi et nous diriger dans un sens comme on avait pu le voir avec le lait, la viande et la nourriture actuelle en grande surface. Toutes ces impulsions sont faites quelque part pour biaiser notre connexion à nous-mêmes et pour biaiser notre lucidité par rapport à la société. Est-ce que toi, tu as un point de vue militant par rapport à ça ou plutôt détaché? À partir du moment où on se reconnecte aux besoins fondamentaux du corps humain, si tu veux, par le biais du plaisir qui est le mode éducationnel essentiel, alors ça marche pour les bébés, mais ça marche aussi pour les adultes. Simplement que les adultes, ils se recyclent à l'âge de 30 ans ou 50 ou 60 ans ou 70 ans, même parfois. Donc, ils vont se former en cours du soir, si tu veux. Donc, c'est toujours plus difficile d'apprendre une discipline en cours du soir Bien sûr, oui. que de l'apprendre au moment de sa jeunesse, n'est-ce pas? Oui, c'est plus facile. Mais malgré tout,
Donc ça, c'est un message réaliste que j'ai envie de transmettre, mais en même temps, le message d'espoir, c'est que c'est possible. C'est possible de se rééduquer et de retourner à ses fondamentaux. Et donc cette reconnexion par le fait que le plaisir alimentaire est capable, avec ces niveaux de jouissance qu'on méconnaît totalement dans le monde culinaire, hein, on a des jouissances puissance 10 si tu veux, dans le monde naturel auquel j'invite les auditeurs, tes auditeurs, nos auditeurs, eh bien on a un plaisir puissance 1000, hein, donc c'est voilà, puissance 1000. Puissance, hein, pas multiplié 1000 fois plus, mais puissance 1000. Et c'est ce type de plaisir, il est éducationnel et il va nous tirer vers le haut, il va nous porter dans cette recherche personnelle qui incombe à chacun et dans laquelle le libre arbitre de chacun est en jeu à chaque instant, que ce soit pour choisir sa nourriture, hein, en obéissance à ce que nous dit l'instinct, ou choisir ses relations, les personnes avec qui on va relationner, les personnes qu'on va aimer ou à qui on va s'adresser pour leur permettre de nous aimer, si tu veux. Eh bien, tout ça, en se reconnectant à ça, en se reconnectant à la puissance transformatrice de l'amour, finalement, qui va circuler détaché de certains concepts issus de la société et du monde délétère qui est le nôtre, malheureusement encore aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir avoir une évolution qui va être tirée vers le haut, par le plaisir, par le fait d'avoir des joies intérieures, d'avoir une sorte de transmission d'énergie de nature particulière entre les êtres, si tu veux, de renouer ça, ce qui fait l'essence essentielle, l'essence profonde de l'amour et la raison de cette nourriture très importante qui nous occupe beaucoup, hein, qui occupe beaucoup de notre énergie quotidienne. Eh bien, en faisant recirculer l'amour d'une manière plus naturelle, plus conforme aux lois naturelles, eh bien, on remplit son âme de façon beaucoup plus inspirée et inspirante, et on élève son âme, on arrive à avoir une sensation d'élévation qui poursuit la légèreté digestive ressentie après un repas naturel. Eh bien, l'élévation de l'âme, l'élévation de l'être, c'est aussi quelque chose c'est une aspiration légitime auquel chacun d'entre nous a droit. Et je dois dire que c'est une heureuse découverte, un heureux bénéfice, un bénéfice du bénéfice, si tu veux, de retrouver en fait la connexion avec l'accès direct à cette qualité d'énergie transcendante, d'une certaine manière, qu'est l'amour vécu d'une manière plus conforme aux lois naturelles. Je te remercie Bernard pour toutes ces réponses. Par rapport à ton point de vue et à ton expérience éventuelle par rapport aux périodes de jeûne, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce qu'il est bon d'arrêter de manger pendant une certaine période, sachant qu'on retrouve ça dans énormément de cercles spirituels, religieux, philosophiques? Quand on vient chez moi, je recommande de jeûner le matin, de ne pas prendre de petit déjeuner. Si on arrive à le faire, déjà le repas de midi sera plus éclatant. Jeûne intermittent donc. Donc jeûne, ouais, pas de petit déjeuner le matin. Oui. Et puis ensuite, eh bien, finalement, le jeûne est intégré dans la pratique de l'instinct alimentaire. Parce que si je vais sentir les aliments que j'ai préparés pour mon repas et qu'il n'y a aucun de ces aliments avec lequel j'interagis positivement, si tu veux, c'est probablement que mon corps n'a pas besoin d'aliments ce jour-là. Tout au ressenti, donc si on ne le sent pas, on ne mange pas. On ne mange pas. Si je ne ressens rien comme odeur attractive, je ne mange pas. Enfin, disons, je me prépare à pas manger. Maintenant, après, dans un deuxième temps, je vérifie si psychiquement, psychologiquement, j'accepte l'idée de faire un repas nul, en fait, si tu veux. Si je l'accepte, je ne mange pas. Donc, le jeûne est intégré de base, si tu veux, dans le comportement instinctif. Et alors, quelque part, comment on peut expliquer l'anorexie et ce type de pathologie mentale? Oui, l'anorexie, c'est une négation de la nourriture. Et ça, c'est assez emberlificoté. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a une confusion pulsionnelle entre la nourriture physique du corps et la nourriture spirituelle de l'âme, qui est l'amour, si tu veux, une confusion aliment-amour qui fait que on n'est pas satisfait. L'amour qu'on était en droit de recevoir, on ne l'a pas reçu, si tu veux, comme on a bien senti que les personnes de qui on devait recevoir cet amour nous ont essayé de nous le transmettre dans l'aliment. Il y a un refus de l'aliment, il y a un refus des deux. Parce qu'on ne l'a pas su. Le vrai amour, on ne l'a pas eu. Comme l'aliment est intégré par la personne comme c'est une explication, je ne dis pas que c'est la vraie, hein, mais comme l'aliment est intégré par la personne comme un substitut d'amour, si tu veux, il va rejeter l'aliment.
parce Oui. qu'il a pas eu l'amour qu'il voulait. Donc, Donc tu effectues une corrélation encore directement avec l'amour. voilà. Mais Exactement. pour avoir connu une personne anorexique, elle m'a expliqué le phénomène, il est assez simple. Il correspond exactement à ce que tu disais. C'est-à-dire que déjà au niveau du ressenti, du feeling, non, pas envie. Clairement, pas envie de manger. Et à force de ne pas manger, une sorte de sentiment ensuite qui s'installe, un sentiment d'euphorie et d'extase qui maintient donc la personne dans cet état jusqu'à être en sous-poids et être atteint de maigritude morbide. Est-ce que donc justement il n'y a pas une frontière assez mince entre le fait de se fier à son ressenti et le fait aussi de s'autoréguler malgré tout, de se dire là, bon, il faut que je mange, quoi, il faut que j'ai mon apport énergétique, même si je le sens pas. J'ai jamais eu le cas à gérer de personnes anorexiques. Thierry avait des tendances anorexiques, enfin, ou du moins dans son passé récent. Mais j'ai pas eu de personnes qui étaient anorexiques quand elles sont venues chez moi et qui n'ont pas mangé. J'ai jamais eu le cas devant moi. Hein. Donc, il faut voir, il faut l'explication, il faut le contexte d'accueil aussi, il faut l'ambiance si tu veux. Mais je pense que si la personne elle vient chez moi, déjà elle a fait une démarche. Donc maintenant, un anorexique, je ne veux pas aller à la pêche aux personnes qui sont anorexiques, ou alors il faudrait que ce soit Non, mais dans le cadre d'une expérience. c'est un cas d'école qui m'a été inspiré par rapport à ce que tu disais. Effectivement, ça a l'air assez intéressant. Quand jeûner, jeûner tout simplement quand notre instinct nous souffle cette direction. Néanmoins, on dit bien aussi que l'appétit vient en mangeant. Donc, à quel moment doit-on se forcer? Jamais. Non, on ne se force pas. On attend que l'aliment nous réclame. D'accord, ok. Bon, je te remercie pour tes réponses. J'aurais une avant-dernière question avant de passer à ton actualité par rapport au pranisme. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ces personnes qui se nourrissent de lumière, de prana, et avec des cas d'école assez, encore une fois, perturbants, des gens qui ne mangent pas et qui n'ont pas bu, pour certains, depuis des années. Quand je vais prendre le cas du yogi qui a été interviewé par Arte et qui a été enfermé dans un hôpital pendant 3 semaines avec des électrodes un peu partout sur le corps et qui n'a pas mangé, n'a pas bu, et n'a pas été à la selle, n'a sécrété aucune urine, aucun excrément. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Vaguement, je ne m'y suis pas spécialement intéressé, ça me laisse un petit peu pantois. Ouais. Je voudrais être sûr que le fait de ne pas boire et de ne pas manger soit réel et contrôlé scientifiquement d'abord. Ça l'a été. Ça l'a été. Il semble que ça l'ait été, de ce que tu dis. Ma foi. Ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. De là à dire que ça peut être un mode alimentaire, si je puis dire. Non, mais ça l'est avec le pranisme. Ouais. As-tu entendu déjà parler du pranisme? Vaguement, mais je dois dire que je ne m'y suis pas intéressé. Je ne sais pas s'il y a des communautés praniques avec un nombre de membres importants qui sont dans le prana en permanence. Je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y en a. Et ils s'exercent à regarder le soleil à son coucher ou à son lever pour pouvoir s'alimenter plus près. Alors, bien sûr, c'est impossible en milieu urbain, forcément obligatoire en milieu naturel, et il y a des groupuscules, des associations, des mouvements qui se sont créés et qui se développent là-dessus, mais c'est vrai que ça me semble tout autant étranger que toi, hein, je te le dis sincèrement. Oui, ça me paraît un peu loufoque comme ça, parce que ne pas s'alimenter pendant très longtemps, pendant des semaines, des mois, voilà, le corps peut résister pendant une certaine durée, je pense, a priori. Au bout d'un certain temps, il y a quand même quelque chose qui doit coincer. D'accord. Voilà, c'est ce que je me dis a priori, mais bon, je n'ai pas étudié la question plus précisément. Je mettrai une source ou deux en dessous de notre interview aussi également, notamment celle du yogi qui a été donc interviewé sur Arte, enfin interviewé. Le reportage est plutôt factuel et provient de médias dominants et non farfelus. Donc voilà, on va passer à ton actualité. Si tu pouvais nous présenter justement le petit fascicule de 129 pages, donc à ton nom, sur le crudivorisme sensoriel, donc que tu effectues depuis 35 ans. Ok, il faut que je le montre ou... Oui, bien sûr. Voilà, donc oui, voilà, c'est ça.
Alors, où on peut se procurer ce fascicule? Eh bien, sur mon site, il est D'accord. possible de le commander et puis on doit pouvoir le trouver sur Amazon aussi alors soit en format papier comme ça, ou soit en e-book, hein. Je crois D'accord. qu'il y a les deux formats. Ok, super. Bon, on mettra ça aussi dans la description. Il y a également aussi le livre de Guy-Claude Burger dont tu voulais nous parler par rapport à l'instinctothérapie, manger vrai. Donc C'est ça, ça parle de l'instinct, de tout ce dont on parlait là en fin d'émission quelque part. exactement. La démarche a été connue au départ sous le nom d'instinctothérapie. Mhm. C'est un nom qui n'a pas été choisi par son fondateur, Guy-Claude Burger, mais par le public en fait, hein. Et Ah, d'ailleurs, voilà, instinctothérapie, le mot s'est imposé. Il a voulu en changer plusieurs fois, il y a eu des tentatives et tout, mais le public est toujours revenu sur ce mot instinctothérapie. Ça nous a d'ailleurs causé quelques ennuis par la suite, parce que en mettant le mot thérapie, ça laisse entendre que ça guérit, alors qu'en fait, ah, mais ça, ben, ma foi. ça a fait passer malheureusement l'auteur comme un guérisseur, hein. Et il a été traité de tous les noms, dont celui de gourou, Ah oui, il a fini dans évidemment. la liste de la Mivlude, lui aussi. Exactement, oui, oui, tout à fait. C'est bon. Et ben, en parlant Exactement. de Mivlude, il y a aussi la revue Régénère, donc numéro 15, Voilà, c'est ça. l'alimentation physiologique, paru courant C'est ça, août oui. 2022, avec Thierry, notre ami Thierry. Voilà, donc tu y figures aussi également. Exactement, ouais, je vais montrer. Thierry m'a interviewé, donc l'interview existe en vidéo d'ailleurs, et puis il existe également dans la revue, je vais vous le montrer. C'est celui-ci, voilà. D'accord. Dans notre sens du goût. Eh Voilà. ben super. Et on peut se la procurer où cette revue? Eh bien, je vous passerai le lien. Déjà sur rgnr.fr, Oui. vous pouvez vous abonner pour une somme modique, une somme mensuelle modique que vous pouvez arrêter quand vous voulez à Je la crois que c'est 4 chaîne. euros, 4 ou 5 euros, c'est ça? 4 ou 5 euros, oui, Oui. ou plus si on veut. Donc, vous avez accès à toutes les vidéos, dont mon interview que Thierry a fait. Ça, c'est une chose. Puis, pour avoir la revue dans le site rgnr.fr, il doit y avoir un onglet pour s'abonner à la revue. D'accord. Bah super. Je te remercie Bernard. Un petit mot de fin, éventuellement? Eh ben, j'ai été très content de partager tes questions, de subir tes questions, et puis qui sont très intéressantes et qui ont donné lieu à quelques explications. J'espère que j'aurai intéressé nos auditeurs. Et puis, ma foi, s'il y a des questions complémentaires à me poser, je ne sais pas si elles peuvent les poser à la chaîne et que tu peux me les faire suivre, j'y répondrai avec plaisir. Et Ils sont sinon, chargeables. voilà, vous pouvez me retrouver sur mes espaces publics, la chaîne Mangeons Nature, mon site mangeonsnature.com, et puis également mes pages Facebook, dont notamment pour des personnes qui voudraient s'approcher plus près de ce que je fais régulièrement toutes les semaines. Je fais des directs toutes les semaines sur mon groupe Facebook Mangeons Nature, hein, facile à rejoindre. Faites Mangeons Nature sur les groupes et vous allez tomber sur mon groupe avec mon nom. Comme ça, vous pouvez vous demander à devenir membre et puis ensuite suivre tous les posts avec des contenus qualitatifs que je publie régulièrement, et notamment des directs qui ont lieu actuellement tous les mardis à 18h. Eh ben super, on mettra tout ça dans la description comme à notre habitude. Encore une fois, à très bientôt. Merci encore pour ton apparition. Et puis on vous souhaite aussi à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend au moment auquel vous nous écoutez, bien entendu. On reprend les émissions sur les chapeaux de roue. On repart de plus belle pour cette année 2023 et pour cette fin de saison jusqu'à juillet. On vous remercie pour votre présence de plus en plus accrue. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'émissions qui ont eu lieu et la communauté se remet à grandir par rapport à l'ancienne chaîne. Donc encore un grand merci à vous. Merci encore Bernard. À très bientôt. On aura l'occasion de te réinviter, j'imagine, hein. Avec plaisir. Tous mes vœux de bonheur et puis d'abondance pour cette année 2023. Bonne année à tous. Ciao.